Coronavirus, le gouverneur de la région de l'Ouest du Cameroun, Awa Fonka Augustine, suspend l'organisation des funérailles. L'autorité prend cette mesure administrative au moment où l'on note une remontée des cas de coronavirus dans notre pays. Pendant les 2 prochains mois, il ne sera pas organisé sur toute l'étendue de la région de l'Ouest du Cameroun les cérémonies de funérailles. En deuxième partie de cette émission, faut-il décongestionner urgemment des centres de détention au Cameroun? C'est donc la principale thématique. Les prisons du Cameroun sont-elles des mouroirs? Bonsoir. Et c'est donc un plaisir d'être en direct pour cette dernière livraison de Tout au clair. Nous sommes mercredi 7 avril 2021. C'est un plaisir d'accueillir ces invités de qualité. Je m'en vais donc accueillir mon premier invité. N'oubliez pas que l'émission est interactive à travers notre numéro de téléphone. Vous nous envoyez des SMS, des messages sur WhatsApp également. Allez sur notre page Facebook LTM TV officielle pour interagir avec nous et contribuer, pourquoi pas. Passion Parfendum est un homme politique, il est géopoliticien, géostratège également. Bonsoir. Bonsoir Sandra et merci pour cette invitation une fois de plus sur ce splendide plateau, n'est-ce pas, de LTM. Merci pour cette invitation. D'accord, je me devais de le dire en direct. Je suis particulièrement très impressionné par votre ponctualité. Je ne sais pas si c'est une habitude à l'UPC. Oui, c'est une culture. Nous, les UPCistes, les vrais, nous savons qu'il n'y a rien de plus important que d'être à l'heure à une invitation. Mais c'est aussi une déformation, je peux le dire aussi, pour nous qui avons été plus ou moins mutants clandestins. On sait très bien que quand on n'est pas ponctuel à certains rendez-vous, ça peut être désagréable plus tard. D'accord. Alors, votre parti politique, l'UPC, se porte comment? L'UPC se porte bien. Vous êtes toujours militant? Il se porte bien. Pourquoi? Parce que ça fait quand même 73 ans. Le 10 avril prochain, que ce parti fêtera son 13e anniversaire. C'est pas donné à beaucoup de partis politiques. Et qu'on a connu le haut débat. Il a surtout connu beaucoup d'attaques de la part des tenants de pouvoir, surtout de la part du régime néocolonial, n'est-ce pas, qui est en place depuis les indépendances au niveau de notre pays. Donc forcément, on a essayé de le brimer, d'essayer de le domestiquer, de le diviser à mille morceaux, d'essayer d'exclure, n'est-ce pas, ses vaillants fils et militants, et filles d'ailleurs, et militants de son parti, pour ne pas lui permettre de rayonner, mais surtout de continuer à travailler pour des populations avec un projet politique qui, à mon sens, reste le plus adéquat aujourd'hui pour nous permettre de sortir du marasme politique et économique dans lequel notre pays plonge depuis un certain nombre d'années. D'accord, pour sortir de ces civilités avec vous, c'est un secret polichinelle, on a constaté qu'il y a plusieurs fractions. Vous appartenez à quelle fraction de l'UPC? Non, je suis de l'UPC des fidèles, si on peut le dire comme ça, mais je n'aime pas beaucoup parler de fractions, parce que nous sommes lancés depuis un certain temps dans une certaine dynamique pour regrouper, n'est-ce pas, toutes ces différentes fractions, pour que nous puissions enfin nous parler, nous entendre, mais surtout aller vers une véritable réconciliation en interne pour remettre l'UPC dans les rails. Ça ne sera pas une première. L'UPC a déjà eu à affronter, n'est-ce pas, ce processus. Nous espérons qu'avec les déboires des uns et des autres, mais surtout pour ceux qui avaient pensé à un certain moment qu'il suffisait d'être à côté du pouvoir pour continuer à régenter l'ensemble de toutes les composantes du l'UPC, ils ont compris. Avec les dernières élections, on a vu comment de manière brutale l'UPC a été exclu du jeu politique pour faire place nette à d'autres formations politiques. Ils ont enfin compris. De toute façon, je l'espère que unis, c'est seulement unis que nous serons forts. On ne peut pas être fort si on continue d'être en réalité les laquais, j'allais dire les garçons de Cooks d'un régime qui n'est rien d'autre que en fait l'héritier de ce système ojulatis qui a voulu faire de Cameroun, mais surtout de l'Afrique, un endroit qui compte de rester dans la périphérie de l'histoire, mais surtout du développement. L'UPC, c'est d'abord la quête de la souveraineté, mais c'est aussi un volet panafricain. Et c'est le meilleur parti, vous l'avez dit, du Cameroun. Non, il n'y a pas de parti. Le seul parti en réalité qui peut répondre valablement aux préoccupations et aux espérances des populations camerounaises, c'est le nom des populations de Cameroun.
D'accord. Notre deuxième invité représente le PCRN sur ce plateau, Mounet Paul Savant. On nous fait l'amitié de répondre à notre invitation. Monsieur, bonsoir. Bonsoir Sandra. Et merci également. Bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonsoir particulier à ces jeunes qui se battent actuellement pour préparer les différents concours administratifs. Et un salut particulier à tous les parents qui mettent leurs moyens pour accompagner ces jeunes-là. D'accord. Monsieur Patient Parfendon dit que l'UPC c'est le meilleur parti du Cameroun. Vous ne vous sentez pas interpellé? Il y a du grain à moudre, manifestement. Non, on ne va pas échelonner les partis politiques au Cameroun quand même. Bon, s'il prétend que l'UPC est le meilleur, c'est son argument. Mais nous ne travaillons pas pour être meilleur, nous travaillons pour diriger le Cameroun en 2025. Donc, qu'il soit meilleur, on va aussi travailler avec les meilleurs en 2025. D'accord, merci d'être là. Notre quatrième invité, c'est Monsieur Valentin Dior du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci beaucoup d'être là, Monsieur Valentin Dior, pour cette troisième sortie de Tout au clair. Bonsoir. Bonsoir Sandra. Alors c'est toujours un plaisir d'être sur Tout au clair. Donc bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir aux téléspectateurs. D'accord, j'apprécie votre charisme. C'est le RDPC, c'est le parti au pouvoir, c'est ça. D'accord. C'est la force de l'expérience également. Et c'est également la fraternité, la solidarité. Est-ce que ces derniers temps, vous avez les nouvelles de votre camarade, Pascal Charlemagne Messanganyamdi? Et bien sûr, j'étais à Yabassi il y a 2 jours avec le camarade qui supervise les opérations de validation des sommets politiques. Donc, le camarade est là, il est plus que jamais là, parce que c'est un militant très actif. Donc, il n'y a pas grand-chose à redire en mal sur la question du camarade. Et le RDPC, c'est le grand rassemblement, c'est le grand parti national. Donc, les objectifs ou l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver. Donc, la qualité d'un grand parti ou des meilleurs partis se détermine par cette qualité ou cette somme quantitative. Parce que la qualité en politique, c'est le pouvoir. Et quand on a accédé au pouvoir, on doit le conserver. Et je pense que le RDPC est rentré dans l'histoire comme ce parti-là qui a apporté la démocratie aux Camerounais. Vous savez, le RDPC a toujours été, ou par le passé, a été le laboratoire de ce que nous vivons aujourd'hui en termes de multipartisme. Cela s'est joué au sein du RDPC. C'est-à-dire, tous les Camerounais ont fait, pour la plupart, l'apprentissage de la démocratie au sein du RDPC. Et quand le président de la République a trouvé opportun que les Camerounais sont matures, il a ouvert la démocratie qui existait déjà au pluralisme politique. Et la maturité des Camerounais, chaque fois que certains d'entre nous, les anti-modèles, naturellement, posent des actes anti-républicains, les Camerounais répondent par leur qualité et par leur esprit de patriotisme et de maturité. Voilà. D'accord, merci beaucoup d'être là. Notre quatrième invité et consultant permanent de Tout au clair, Abel Elimilobé également sur ce plateau, sa Bible aujourd'hui, donc on pourrait bénéficier de quelques versets bibliques. Monsieur le consultant, bonsoir. Bonsoir Sandra, vous voulez des versets pour quoi faire? Est-ce que vous écoutez? Vous changez quand vous écoutez les versets? Tout à fait. Ok, j'ose croire que les versets ne vous sont pas adressés, ils sont adressés au peuple camerounais en général pour l'aider à avoir le discernement. Le discernement est très important pour que les Camerounais choisissent de manière à ce que les choix politiques qui sont faits épargnent notre pays d'aventure. Comme cette aventure sectaire
qui se met en place progressivement, alors que la lutte des pères de la démocratie camerounaise, la lutte des pères de l'indépendance, après les indépendances, les luttes contre le parti unique, et même lorsque le RDPC est né et a continué le parti unique, toutes ces luttes que les Henriette Ekoué ont menées, les Abel et Yinga et tout ça, c'était pour libérer intellectuellement, culturellement les esprits, pour que la dérive sectaire qui caractérisait le parti unique, où on chantait les louanges des individus, on n'adhérait pas par conviction, on adhérait parce que il y avait un individu à qui il fallait faire beaucoup de je ne sais pas comment on appelle ça, des courbettes, et il y a des noms pour ça, hein, bon. En espérant en retour recevoir des prébendes en termes de positionnement, etc., etc. On se rend compte que notre lutte n'a pas fondamentalement atteint ses objectifs. Parce que je suis surpris de voir cette multitude de partis qui naissent là aujourd'hui et qui se fondent, qui se constituent exactement sur le terreau du parti unique. Vous voyez des jeunes qui viennent d'entrer en politique, mais qui ont pour capital le sectarisme, le culte de la personne. Et du coup, c'est extrêmement dangereux, létal pour l'opposition camerounaise, qui doit incarner à tout moment une alternative. Or, quand vous voyez des gens qui font exactement comme ce qu'on fait dans le RDPC aujourd'hui, ce qu'on a combattu dans le RDPC hier, ce que nous avons combattu dans l'UNC, le culte de la personne, vous vous demandez, mais pourquoi les gens parlent du changement? Ils vont donc changer quoi? Parce qu'on chante Paul Biya, on chante Kanto, on chante Cabral Liby du matin au soir. Mais vous allez donc changer Paul Biya, pourquoi? Juste parce qu'il faut chanter une nouvelle chanson? Sur ce terrain-là, les chantres du culte de la personne sont en train de liquider les acquis de la lutte de libération. Cette libération n'était pas seulement la libération pour les indépendances face aux colons, c'était aussi une libération culturelle, une libération morale, une libération intellectuelle. Pour qu'on ait un pays où les gens ont la capacité de discernement. Quand vous allez aux États-Unis, vous n'entendez personne parler du président du Parti démocrate. Et en quoi est-ce que congratuler les actions d'un leader d'un parti politique vous dérange? C'est peut-être les questions qui reviennent de ça me dérange parce que c'est la preuve que nous ne sommes pas une alternative. Si Cabral Liby travaille, il faudrait qu'on le rappelle. Oui, oui, si Cabral Liby travaille, il faudrait qu'on le rappelle. Mais entre Cabral Liby qui travaille et des gens qui lui vouent un culte, ça n'a rien à voir avec le travail. Ça n'a rien à voir avec le travail. Quand les gens vouaient un culte à Hitler, ça n'avait rien à voir avec le travail. Il y avait un dogmatisme, il y avait une manipulation des esprits, il y avait un embrigadement, exactement comme dans le cadre du parti unique. Pourtant, là-bas même, c'était dans une démocratie. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir quand vous avez des gens sur les plateaux de télévision qui ont perdu toute l'objectivité et qui, à la moindre prise de parole, vous chante un leader qui est à 36 000 km du pouvoir. On se demande, mais s'il arrive au pouvoir, qu'est-ce que nous allons avoir? Et vous allez donc convaincre les gens, comment? Que vous êtes différents des RDPCistes. D'accord, très bien. Parce que notre lutte, c'est pour que les gens se rendent compte que le RDPC, c'est une chose qui a fait son temps, il y a des perspectives autres. Mais si vous êtes exactement la réplique, et je venais de lire avant d'arriver ici, un article d'Olivier Billet, très important, où il est en train de dire que ce qui se passe est en train de ruiner le mot opposant de tout son contenu. Finalement, on se demande, vous vous opposez à quoi? Le RDPC
RDPC, c'était le culte de la personne, l'anniversaire du président qui ne vient même jamais dans cet anniversaire, etc. Mais vous voyez quand même déjà le faire pour son compte. Puis vous avez les gens qui viennent d'arriver dans le monde politique, sur qui ont compté pour obtenir une dynamique nouvelle, qui vous chantent l'anniversaire de leurs leaders, qui ne sont ni des ministres, ni rien, qui n'exercent aucun pouvoir. C'est inquiétant pour nous qui avons mené ces combats, c'est inquiétant pour nos prédécesseurs, comme les Aliette Ekwe, les Anissé Ekane, et bien d'autres, et les autres du P6. On n'a pas lutté pour ça. On n'a pas lutté pour ça. On a lutté pour un affranchissement. C'est pour ça que nous avons combattu le parti unique, qui était la matrice dans laquelle on formait justement les gens à l'embrigadement intellectuel et culturel. D'accord, c'est entendu. Merci, Donc, merci pour cette interpellation. Je suis pour que cette émission-ci concourt beaucoup, enfin pas l'émission, mais disons l'émission Tout au clair et la chaîne, concourt une fois de plus à nous aider à parvenir à la consolidation de la force intérieure des Camerounais. Pour que les gens cessent de croire à des messies. Il n'y a pas de messie en politique. Très bien, et on ne va pas fabriquer le monde, on ne peut que améliorer notre façon de vivre dans le monde. Merci pour cette interpellation. C'est vrai que ce n'est pas le thème du jour, mais il fallait bien vous accorder quelques minutes pour parler, d'interpeller les hommes politiques. Belle interpellation, diriez-vous, Valentin Dior, le culte de la personne. Chez vous, Paul Biya, c'est le lion, c'est le roi. Paul Biya, c'est le lion. Paul Biya, c'est le roi. Pourquoi pas? En quoi c'est mauvais? Je parle du RDPC. En quoi c'est mauvais de vanter les mérites du président de la République? Déjà, cela rentre dans l'éducation civique de la jeunesse, par la qualité de l'homme d'État, par l'œuvre de l'homme et la maîtrise du sujet. Alors, il est normal que vous, vos enfants, votre famille, le compatriote Limbe Lobé, qui quelquefois a trouvé de la qualité à l'homme d'État qu'est le président de la République. Cela se fait avec beaucoup de démocratie et de pensée plurielle au sein du RDPC, tout en restant dans la discipline. Ça n'entre pas dans l'obscurantisme, du militant RDPC, sectarisme aussi, ou dans le sectarisme, pour emprunter le concept du frère Limbe Lobé. C'est pour ça que je vais réitérer, enfin je vais revenir dessus, un peu comme une redondance, pour dire le parti unique, ce que ça avait été au Cameroun, ça n'a pas été le parti unique qu'on a connu ailleurs. Je vais me répéter, le parti unique au Cameroun, le RDPC, a servi comme laboratoire de la démocratie. Monsieur Limbe Lobé et les témoins qui sont là ne vont pas me démentir. Le leader, l'ex-leader de monsieur Limbe Lobé a été militant, très engagé au sein du RDPC. Et il sort de là, certainement avec des arguments. Et je peux dire que c'est l'un des opposants qui est resté républicain. Et je ne crois pas que cela soit un fait du hasard. Dit que Paul Biya. C'est pour dire que Paul Biya, c'est l'école. C'est une pensée, c'est un courant au-delà de l'homme. Il faut le rappeler aux Camerounais tout le temps. Il faut le rappeler aux Camerounais. Ce n'est pas mauvais. Quand on parle de Gaulle, d'Abraham Lincoln, de X et Y, pourquoi pas parler de Paul Biya, qui a amené le Cameroun, la République, notre pays, dans la modernité, au regard du cadre institutionnel qui est le nôtre aujourd'hui. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, les faits sont là. À chacun de nous, à chacun d'entre nous, de penser le Cameroun et de participer à la mouvance, à cette mouvance-là. J'aime bien, mais les compatriotes du PCN le disent, hein, le livre de chevet de leur président
de leur leader politique, c'est pour le libéralisme communautaire. Et qui a également flotté équilibre l'énergie. Donc ça n'a aucun lien avec le libéralisme communautaire. Pas du tout. Avec le RDPC. C'est pour vous dire que sachons quand même reconnaître ce qui est bon. Sauf que M. Mounet n'est pas très d'accord. Non, pas du tout. C'est pas l'objet du débat. Et l'UPC, il faut juste le passer. Parler du LPC, je suis pas le l'UPC jusqu'aujourd'hui. Pour des tendances républicaines, ou ceux qui voient le Cameroun sous le prisme du président de la République, ne ménagent pas de leur effort pour entrer dans cette mouvance. D'accord. Donc, pour dire, en fait, pour chuter et dire que les Camerounais éclairés suivent le président de la République. Très bien, vous tenez à rectifier quelque chose? Bien sûr, il a parlé de la proximité du PCRN, bon, parlant du libéralisme comme le nom, ça ne nous intéresse pas et ça ne nous concerne absolument pas. On prône l'idée selon laquelle le Camerounais doit être ce citoyen-là qui trouve son compte chez lui. Donc nous, c'est pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. J'aimerais rappeler à M. Abel Elimbi Loubeke apprécier quand même le travail d'un leader n'a aucun lien avec le culte de la paix, pas du tout. Nous avons tous des petits frères ou des enfants à la maison. Quand un enfant travaille bien, on lui dit quand même que monsieur, tu te bats très bien et continue à le faire. Car demain, tu verras une belle couleur. Nous sommes sur cette lancée. Notre travail, c'est de sensibiliser, d'éduquer, de nous battre à installer au quotidien les comités de base sur tout l'étendue du territoire camerounais. Et qu'est-ce que nous proposons? Bien, nous offrons aux Camerounais, c'est notre idée, nos arguments et notre programme politique. On n'a aucune appartenance avec X ou Y. Nous travaillons ensemble pour que nous trouvions des moyens et des méthodes pour diriger le Cameroun demain. Plutôt de la personnalité, bon, pas du tout. Je dis que vous chantez les louanges de votre leader. Automatiquement. Quand, je le dis que quand l'enfant a bien écrit, a bien travaillé, on le dit, mon petit, mon fils... Vous faites partie des newcomers, hein? Il y a encore du chemin à faire. Bon, vous ne pensez pas? L'école ne finit pas. L'école ne finit pas. Aujourd'hui, dans nos universités, nous avons des professeurs qui continuent à faire des recherches. Donc, aujourd'hui, dans le chemin politique, nous continuons à faire les recherches pour mieux asseoir notre leadership politique. Donc vous allez continuer à chanter les louanges de Cabral? Ça n'a aucun lien. Quand je parle des recherches, bien prendre du poids politique sur l'état du territoire, ça n'a aucun lien avec les louanges d'un quelconque leader. Cabral, lui, c'est un camarade d'abord, il faut le noter. Demain, s'il n'est pas là, on a des personnes capables de prendre la tête du parti et de continuer à travailler, à faire son travail. Donc, Cabral, nous ne sommes pas pour le culte de personnalité, nous sommes là pour proposer notre offre. Ça fait 7 fois que vous avez cité ça. Bien sûr, non, c'est notre leader automatiquement. C'est notre leader. Très bien. Sur la même question, pour sortir rapidement patient par Fendon. D'abord, je pense que l'interpellation d'Abel Elimbi Loubeke ne devait pas poser de problème, c'est une réalité au Cameroun. Si nous estimons qu'il faut aller de l'avant, il faut être réceptif à certaines critiques, n'est-ce pas? D'abord, pour mon compagnoniste du RDPC, je vous rappelle que votre parti était contre le multipartisme. Vous vous souvenez des marches contre le multipartisme du RDPC? Vous vous souvenez je vous ai compris de M. Paul Biya? Donc votre parti était contre le multipartisme. On n'a pas le temps de développer comment nous avons accédé au multipartisme, mais c'est le fruit de luttes importantes, n'est-ce pas, au sein de notre pays, qui ont permis que nous puissions enfin obtenir ce multipartisme. Vous vous souvenez, les Camerounais n'ont pas besoin de prendre la brousse, le maquis pour exprimer leur opinion. Ces Camerounais qui étaient à l'extérieur ont entendu, les gens diront, puis on va tester, ils sont arrivés, paf, c'est fait la prison en 85. Pratiquement l'ensemble de la direction connaissée de l'UPC a été en prison. Je peux citer quelques noms que vous avez connus, d'Abba Nampama, le regretté mémoire, Mouine Jacques, Tchendji Koulé, Ndemas Alexis, nombreux. Passons. Alors pour le PCRN, ça pose un problème de proximité avec le RDPC. Ce n'est pas au niveau des arrangements politiques, mais au niveau de la pratique politique. J'ai vu dernièrement, par exemple, comment le leader du PCN, tout seul,
a pondu toute la direction de son parti. L'excuse, c'était nous étions en pleine période de Covid. Non, ce sont des pratiques de RDPC. C'est le RDPC qui se comporte comme ça, où quelqu'un peut se s'asseoir dans sa chambre et prendre toute une direction d'un parti politique. C'est ce que Élie essaie de vous dire en d'autres mots, qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on change de pratique politique. Et c'est pour cela que je vous disais à l'entame de ma prise de parole qu'en réalité, il n'y a que deux camps politiques dans ce pays. Le camp des eugénotistes et le camp de ceux qui se sont battus et continuent de se battre pour en réalité avoir un véritable Cameroun nouveau. Je ne sortirai pas de là sans parler de cet autre parti politique. C'est discutable. Merci, mais vous allez voir, c'est une réalité. Au bout, alors que toute l'organisation, j'allais dire, de son parti se préparait à aller compétir à des élections, paf, le leader sort de sa poche à la veille une décision et dit, nous n'irons plus aux élections. Sans consulter, n'est-ce pas, l'ensemble des partis qui étaient déjà, comment dire ça, tous les mêmes bandés pour aller à cette compétition-là. C'est ce que Élie dénonce. Et il faut faire attention, quand ces dérives-là commencent à prendre corps dans un espace et dans un corps comme le nôtre, et justement, on va fabriquer des petits Hitler qui ne vont pas comprendre que ce qui est important, c'est justement d'accepter que dès la base, en fait, que ce soit la base qui soit la boussole de notre organisation. Très bien, merci beaucoup à vous. On va entrer dans le vif du sujet. La première thématique, Monsieur Valentin Ondjon, brûle d'envie de vous répondre, mais je ne vais pas... On aura le temps de justement, c'est pourquoi je dis... Il faut leur donner une émission sur ça. D'accord. Peut-être la prochaine fois, on va créer tout un thème sur ce sujet. Donc, on va parler de cette sortie, mieux de cette décision du gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun, Awa Fonka Augustine, qui vient de rendre public donc, un communiqué qui est interdisant cérémonies de funérailles. Les obsèques et cérémonies de mariage à l'Ouest Cameroun sont limitées à 50 personnes. Monsieur Valentin Ondjon, sur cette question. Comment avez-vous apprécié, quelle appréciation faites-vous justement de cette décision du gouverneur de la région de l'Est Cameroun? Bon, je pense que la question devrait être orientée beaucoup plus au gouverneur. Parce que c'est lui qui évalue la situation dans la région de l'Ouest et trouve judicieux de prendre des mesures. Et je pense que la décision du gouverneur relève de plusieurs éléments, certainement. Il y a un ministère, une délégation régionale en charge de la santé. Il y a les stratégies de riposte qui sont là. Et je crois qu'au regard de tous ces éléments-là, et surtout la résurgence de la pandémie, doivent certainement être les éléments qui ont poussé le gouverneur à prendre cette décision. Et vous savez, la mobilité des hommes concourt également à la mobilité des fléaux. Donc, je ne peux que apprécier cette décision qui va certainement avoir son impact au-delà des recommandations ou des mesures barrières qui sont d'actualité, que tout le monde, que nous tous nous devons respecter. Il a été certainement de bon ton pour le gouverneur de la région de l'Ouest de prendre cette mesure. Je parle des statistiques actuelles de la région de l'Ouest, mais je pense que c'est sur cette base-là, sur la base des statistiques, des cas de contamination, c'est sur cette base-là que le gouverneur a dû prendre la décision. Donc, il s'agit de préserver les vies. Nous savons, les variantes sont, comme disent les médecins, les spécialistes de la santé, les variantes que nous connaissons aujourd'hui sont beaucoup plus meurtrières que ce que nous avions connu
par le passé, il faut préserver les vies. Donc, si il faut aller jusque-là, c'est vrai, ça va impacter les populations de l'Ouest, parce que ça rentre. C'est un trait culturel de cette région-là, mais la santé vaut. Elle est au-dessus de tout. Donc, d'accord, très bien. Monsieur Abdel Lundi Lebet, nous savons que les cérémonies de funérailles à l'ouest du Cameroun sont un grand moment de rassemblement et de communion. Est-ce qu'il n'y aura pas un impact sur les ressortissants de l'Est Cameroun déjà qui pensent à une persécution du pouvoir en place en prenant cette décision? Entre cet impact et la douleur de perdre les membres des familles, il faut que les gens fassent leur choix. Sauf que quand ils auront fait leur choix, qu'ils assument les conséquences. C'est-à-dire qu'ils soient capables de dire demain que nous avons choisi de désobéir au gouvernement. La promotion culturelle, elle est du ressort du gouvernement. La protection de la santé est aussi du ressort du gouvernement. Lorsque l'un gouvernement peut faire la compatibilité des deux, il le fait. C'est au mieux de ses propres intérêts de gouvernement. Lorsque les comportements, fussent-ils culturels, mettent en danger la vie et surtout à grande échelle, il est du ressort, il est de la compétence du gouvernement de protéger les vies. Ce n'est pas la première fois dans l'humanité que les gouvernements prennent des décisions contre les comportements culturels. On excisait les femmes partout ici. Et pourquoi l'Est? C'est la question qui revient depuis... Mais qui vous dit que les autres gouverneurs ne vont pas faire la même chose? Ce n'est pas seulement à l'Ouest qu'on organise des funérailles. Un gouverneur le fait, peut-être que d'autres le feront, selon l'appréciation de la dangerosité et de la désobéissance qui a cours dans ce pays. Tout le monde, vous avez, cette chaîne a déjà passé, c'est peut-être la 4e émission sur le Covid. Et sa recrudescence. L'idée de cette chaîne, c'est d'amener les Camerounais à la discipline dans la lutte contre cette pandémie. C'est pour ça que il m'a été donné ici plusieurs fois de combattre les discours, la prolifération des discours, la prolifération des actes de récupération de quelque chose qui sème la mort et la douleur. Les gens récupèrent ça pour en faire un fonds de commerce politique, pour montrer qu'ils existent. On a vu la bataille que certains partis politiques ont cru bon de se livrer ici dans la distribution des masques. Soi-disant qu'ils s'impliquent dans la lutte contre le Covid. Aujourd'hui, personne d'entre eux ne parle plus et le Covid est toujours là. Et on ne les a pas vus s'impliquer dans la lutte contre une autre maladie. Et pourtant, les pandémies sévissent. Le paludisme en est une. Aucun parti politique ne distribue les masques ici. Comment on appelle ça? Les moustiquaires restreignés. Le tétanos néonatal. Comment on appelle ça? La poliomyélite. Et bien d'autres. On ne voit pas les partis politiques là-dedans. Pourquoi? Parce que les caméras et Sandra ne parlent pas de la poliomyélite. Mais dès que Sandra parle du Covid, et tout le monde s'en va chercher les sons pour aller distribuer le Covid parce que Cassandra Peña va mettre les projecteurs sur X ou sur Y. Il s'agit là d'un comportement nocif à l'émergence de la discipline qui doit nous caractériser dans la lutte contre le Covid. Je suis de ceux qui ont dit aux uns et aux autres que nous sommes en situation de danger public en matière de santé publique. Laissez le gouvernement instruire, conduire, mener, définir les axes de la lutte. Quitte à ce que les gens qui le veulent aident le gouvernement à asseoir
la prise de conscience. Mais vous voyez donc ce qui se passe. Vous allez entendre les gens critiquer le gouverneur de l'Ouest maintenant, au nom de leur idéologie. Ils sont des humanistes, ils sont des... Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question que quand vous vous rassemblez dans des grandes foules, eh bien, vous créez les conditions pour la transmission du virus. Point barre. Monsieur Abel-Moubi, est-ce qu'on ne pourrait pas procéder autrement? Le Cameroun a payé le champ, les mesures barrières ont été appliquées, le port du masque, l'application du gel hydroalcoolique. Est-ce qu'on ne peut pas procéder ainsi? Vous voyez que dans de nombreux pays, les matchs de football se jouent dans des stades vides. Vous croyez que quand vous avez accueilli le CHAN en ouvrant les stades aux spectateurs, vous avez bien fait? L'Organisation mondiale de la santé vous a dit c'est comme ça qu'il faut faire. Et en même temps, dans les pays où les spectateurs viennent au stade par 36 fois plus qu'au Cameroun, on a fermé les spectateurs. Je suis d'accord avec tous ceux qui vont débattre en disant oui, en France, d'accord, ça se joue, les stades sont vides, mais le Covid ne recule pas. Mais ce n'est pas parce que le Covid ne recule pas que vous allez renoncer à la mise en œuvre de ce qui est convaincant quant à la faculté de limiter la propagation. Très bien. Donc, le gouvernement instruit les gens pour réduire les occasions de transmission. La maladie existe, elle tue. Je suis en train de pleurer en ce moment. La maladie tue. Ne faisons pas notre sophisme habituel où chacun, parce qu'il faut critiquer le gouvernement, va venir vous dire que oui, relativiser. Ces discours divergents sur quelque chose où il nous faut un minimum de consensus, créer les conditions qui accélèrent la désobéissance. Parce que les gens ne vont plus percevoir la criticité de la situation. Ce n'est que le jour où votre conjoint, votre frère, votre soeur tombe, que vous vous rendez compte que vraiment il y a le Covid. Mais vous ne répondrez jamais en disant j'ai eu tort de ne pas écouter le gouvernement. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Mounet, Paul Savant, nous avons rencontré quelques spécialistes des traditions africaines qui sont formels pour ces chercheurs. Les traditions passent avant tout. Vous ne pensez pas aussi à une persécution? La vie passe également avant tout. Oui, parce qu'on ne peut pas quand même exposer sa vie parce qu'on est en train de vouloir donner une place importante aux traditions. La vie d'abord, la vie de l'homme, elle est importante. Bon, par rapport aux mesures prises par le gouverneur, on va noter que c'est la suite, ou bien c'est la continuité tout simplement des mesures prises précédemment par le président de la République en 2020, le 17 mars, si je ne me trompe pas, 2020, qui consistait à limiter les rassemblements, limiter les mariages, etc. Donc il est toujours rentré dans ce cadre-là pour freiner. Pourquoi? Parce que la région de l'Ouest d'abord est une région très mobile. Les populations y sont tellement mobiles. Elles se déplacent à temps et à contre-temps. Donc les populations se posent quand même, ou bien le reste des populations du Cameroun se disent pourquoi uniquement l'Ouest, pourquoi pas les autres régions. Bien sûr qu'il y a une première dans toutes choses, mais on essaie d'abord de diminuer les contaminations dans les régions qui, les fréquentations, bien les rassemblements sont de plus en plus présentes. Donc, nous, ou bien moi particulièrement, c'est une mesure bonne parce que la vie d'abord, oui. On peut sursoir toute activité économique, activité sociale, mais si demain on va se réveiller en bonne santé et continuer, on va toujours continuer à vivre et à mener nos différentes activités. Donc, pas de persécution vis-à-vis des ressortissants de l'Ouest Cameroun, selon vous? Bon, persécution dans quel sens? Vous me comprenez? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Si le gouvernement a pris son rôle régalien, bien de protecteur, et maintenant, c'est en train de protéger les populations d'une région dans laquelle il y a une
remontée. Oui, remontée de la pandémie. Donc c'est une protection. Ça n'a aucun lien sur peut-être une bataille, non pas du tout. D'accord. Monsieur Bassian Pafandon, pour sortir, ça va durer 2 mois. Est-ce que ce n'est pas lourd? On s'attendait à une décision d'une semaine, 2 semaines en passant, mais 2 mois, est-ce qu'il n'y aura pas, ça ne va pas créer un impact sur la population? Mais évidemment que ça va créer un impact. Des funérailles à l'ouest sont aussi des périodes de grandes périodes de consommation où les acteurs économiques font de très bonnes affaires, au-delà même de l'aspect culturel. Mais nous sommes face à quelque chose de nouveau. Et le gouvernement essaye de répondre par plusieurs mesures pour essayer en fait d'endiguer ces choses nouvelles dont on n'avait pas préparé. Le Covid nous est tombé dessus comme ça. Regardez même à l'extérieur, surtout au Cameroun. Il y a toutes les décisions qui sont prises par les autres États d'autres pays ne reçoivent pas forcément l'assentiment de l'ensemble de la population. Beaucoup de ces mesures sont contestées. Vous avez vu dernièrement des gens qui ont organisé des carnavals, des surprises parties, sans masque parce que les gens n'en peuvent plus. Ils estiment qu'en réalité, on essaie de réduire, n'est-ce pas, l'espace de leur liberté et ils essayent de le contester d'une manière ou d'une autre. Le problème dans la réponse au Covid, la lutte contre le Covid pour le Cameroun, il y a eu 2 moments. Le premier moment, c'est ce moment qui a été évoqué par mon jeune copanéliste de droite. Mais malheureusement, en termes de dégâts qu'on avait entendus, et peut-être ça peut expliquer ce qui s'est passé au Cham, le gouvernement, avec le recul, s'est rendu compte que en fait, le Covid ne commettait pas assez de dégâts comme ce qui était prévu. C'est-à-dire que quand on faisait des modélisations en termes de morts, n'est-ce pas, au début du Covid, toutes les organisations qui s'occupent de ces questions-là, l'OMS aussi, prévoyaient des morts à ne plus en finir au niveau de l'Afrique. J'écoutais encore certains spécialistes qui disaient dans bientôt, les rues africaines seront tellement jonchées de morts qu'il faudrait des pelleteuses pour les ramasser. Ce n'est pas arrivé. On s'est posé la question de l'exception africaine par rapport à la résistance des Africains vis-à-vis de cette maladie. Mais depuis un certain temps, il y a un certain nombre de variants qui sont arrivés et qui se sont avérés un peu plus, vous allez dire, virulentes par rapport au premier Covid qu'on a eu. Et il y a des statistiques, il faut faire attention, par région, qui sont ajustées au jour le jour. Certainement, le gouverneur de l'Ouest a vu des statistiques alarmantes du taux, n'est-ce pas, de létalité de cette maladie au niveau de ces régions, a été obligé de prendre un certain nombre de dispositions. Vous savez que c'est pendant ces grands regroupements, ça peut être heureux ou malheureux, qu'on forme ce qu'ils appellent aujourd'hui des clusters. Donc, les funérailles étaient devenues des espèces de clusters qui faisaient monter en flèche le taux de contamination des sujets par rapport au Covid et de morts, visiblement. Il faut aussi, moi j'ai un ami par exemple qui est à Yaoundé qui m'a dit, parfait, il faut voir le balai incessant des anciens seniors qui partent de Yaoundé pour l'Ouest tous les week-ends pour t'enterrer. Et la première cause de ces morts, c'est quoi? C'est le Covid. Donc, forcément, le gouvernement se devait de réagir. Ce qu'on dit maintenant, nous tous qui critiquons, nous allons faire seulement la critique pour la critique. Si le gouvernement n'avait pas pris ces décisions et qu'on continuait d'engranger le taux, n'est-ce pas, on devrait parler de laxisme. Non seulement de laxisme, de l'irresponsabilité du gouvernement et tout ce que vous voulez. Moi, je vous donne un exemple qui me concerne particulièrement. Bon, c'est un secret polichinelle pour ceux qui me connaissent. Mon oncle a été sacré évêque du diocèse d'Ezeka. Et nous avons prévu chez nous la première messe de Monseigneur, l'évêque d'Ezeka, le Monseigneur François Achille Yabi, à la paroisse de Samba, dont nous sommes originaires. Mais à cause de cette affaire-là, nous sommes vus dans l'obligation d'annuler et de renvoyer sur les dieux cet événement. Donc, il y a aussi une question de discipline personnelle, parce que ce n'est pas la blague, cette affaire du Covid. Même si les gens estiment que oui, ça a été fabriqué dans un laboratoire, ce sont les Blancs qui nous ont emmenés chez nous, je veux bien, je ne dis pas non, je ne suis même pas de ceux qui vont dire non, parce que je préfère être complotiste. Mais, quand une erreur comme celle-là, un poison comme celui-là, existe, qu'est-ce que vous faites? Au moins, il faut vous prévenir, n'est-ce pas? Pour qu'il n'y ait pas de morts en cascade, des êtres qui sont chers, qui disparaissent.
Au début du Covid, j'avais ce débat avec beaucoup de mes amis. Moi, je leur ai dit, je préfère le pari pascalien. Vous dites que le Covid n'existe pas. Ok. Mais ça vous coûte quoi? De vous protéger, de respecter les règles de distanciation sociale, de vous laver les mains de manière continue, d'être dans des situations où on ne s'embrasse pas, on n'est pas à tu à toi, comme je le vois aujourd'hui, des jeunes, excusez-moi, irresponsables dans certains clubs et qui font semblant comme si le Covid n'existait pas. En quoi cela vous est dommageable? Si le Covid n'existe pas, vous n'aurez rien perdu d'avoir pris ces mesures. Mais s'il existe, et que vous avez commis l'erreur de ne pas prendre ces mesures, ce qui va arriver, c'est qu'on va vous perdre. Et au-delà de vous perdre, vous allez contaminer des centaines de millions de personnes que nous allons perdre. Donc je pense que le gouvernement est dans son rôle de prendre cette décision-là. Nous aussi, attention, soyons un tout petit peu disciplinés. J'en parlais encore avec ma fille qui n'est pas la soutenance de sa copine, je crois, ce week-end. Je dis attention, soyez vraiment au grand air, respectez les mesures barrières, portez vos masques et arrêtez de faire comme si rien n'existe. On voit des pays comme le Brésil qui ne savent plus quoi faire. Ils ont pris toutes les mesures, mais parce que tout au début, le président Bolsonaro s'était entêté à ne pas prendre ce qu'il attrape ça lui-même, mais ça crée des dégâts pas possibles. Et il y a l'après-Covid. J'ai des amis qui ont chopé le truc. Moi, j'ai fait le test, hein, mais faire le test ne me prémunit pas de ne pas le choper plus tard. Mais j'ai des amis qui ont chopé le Covid. Ils se sont traités, ils sont guéris. Mais ils me disent parfait, attention, il y a l'après-Covid. Il y a des situations désagréables sur le corps après le Covid, ce que vous appelez les effets secondaires, qui sont tellement gênants que vraiment cette affaire-là, il faut dire aux gens de faire très attention. Mais nous qui sommes plus ou moins forts, relativement jeunes, la population africaine étant jeune, je crois que c'est l'une des raisons aussi, mais on oublie souvent nos seniors. Les seniors, eux, ils n'ont pas la même capacité de résistance par rapport à cette vérole. Est-ce que nous ne devons pas les protéger? Je pense que nous devons les protéger. C'est pour cela que ces mesures du gouvernement sont des mesures qu'il faut adéquates, qu'il faut accepter. D'accord, pour sortir, M. Abel, il faut une discipline personnelle. Il faut de la discipline. Il faut que les gens se laissent gouverner. Que les gens se laissent gouverner. Et que les partis politiques ne se disent pas que l'activité de l'opposition consiste à empêcher celui qui est aux affaires de gouverner. Ce n'est pas ça que nous devons faire. Ce n'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est de regarder si celui qui est au pouvoir fait ce qu'il a dit et si ce qu'il fait produit les résultats qu'il voulait. Et ensuite, nous, on propose des alternatives. Or, il y a des comportements déviants qui sont développés par des gens qui pensent que la vitalité de leur activité d'opposant consiste à empêcher le gouvernement de gouverner. Donc quand le gouvernement, dès qu'il dit A, vous avez des gens pour vous dire que non, ça doit être B. On peut le comprendre lorsqu'il s'agit de l'activité économique et autres. Mais lorsqu'il s'agit des problèmes de santé publique, imaginez un peu ce qu'on aurait pu avoir si tout le monde n'était pas d'accord d'apprendre à vivre avec le sida de la même manière. Le gouvernement a indiqué la voie. Préservatif, réduction du vagabondage sexuel, contrôler la vie sexuelle. Les églises, tout le monde est entré dans ce jeu. Pourquoi avec le Covid, je n'ai vu aucun parti politique dire qu'il distribue les préservatifs? Il y avait les partis politiques à ce moment, non? Nous n'étions pas là. Pourquoi les partis politiques? C'est pas fini. Ah, c'est même pas fini. Mais c'est au moins nous avons déjà appris à vivre avec le sida. Et tout le monde voit très bien que on parvient à vivre avec le sida. La létalité de cette maladie, je pense qu'elle est en train de baisser. Je n'ai pas les chiffres, les spécialistes nous diront peut-être, ils vont appeler ici, hein, ils vont nous communiquer, le ministre nous écoute certainement, on peut nous dire. Mais le stress que le sida avait créé au début a diminué. Les gens ont appris à vivre. Je suis de ceux qui ont dit dès le début que le virus Covid là ne disparaîtra plus.
Il est déjà sorti de là où il était, peut-être il était dans les pangolins. Les gens sont partis s'amuser là-bas, ils disent qu'ils font la recherche parce que tout ça doit nous montrer que chacun a sa sphère. L'homme a sa sphère et il ne reste pas dans sa sphère. Il va au ciel, il va dans les Mars, les machins. Quand il va là-bas comme ça, il organise les désordres du monde. Mais une fois que, comme disait Parfait, les accidents sont déjà là. Le Covid est sorti. Il ne rentrera pas. Nous allons apprendre à vivre avec. On n'a pas de choix. Ou on apprend à vivre avec et l'épidémie va s'éteindre parce que nous allons créer les conditions du ralentissement de sa propagation et l'histoire des épidémies se termine comme ça. Les gens apprennent à vivre avec et la propagation baisse jusqu'à ce qu'à un moment donné, soit on découvre le vaccin ou alors le virus devient peu létal parce que tu as ce qu'on appelle l'immunité collective qui se met en place, etc., etc. Mais attention, des pays nordiques comme la Suède ont joué la carte de l'immunité collective et se sont trompés et sont revenus aux mesures barrières, croyant que si on laisse une certaine quantité de personnes attraper le virus et mourir, bon ben voilà, tout le monde va avoir une immunité. Les choses ne se sont pas tout à fait passées comme cela parce que, comme disait Parfait tout à l'heure, c'est un phénomène nouveau. La science ne sait pas encore tout du comportement de ce virus. Personne ne s'attendait à des mutations aussi rapides. On ne sait même pas actuellement si au Cameroun on est en face d'une variante. Peut-être que demain ou après-demain on va vous dire que lui y a le virus type Cameroun. Parce qu'il y en a en Afrique du Sud, il y en a type brésilien, il y en a type anglais. Bon, vous croyez que ces gens-là, ils ont eu ça et nous, on ne peut pas avoir le type camerounais. Donc, disciplinons-nous derrière le gouvernement. Merci beaucoup. J'appelle les populations de l'Ouest à accepter la mesure que le gouverneur prend. Ça dure 2 mois. Les funérailles sont des occasions qu'on peut reporter. On prévoit les funérailles dans 2 ans. On prépare de l'argent pour ça. L'argent, c'est quelque chose qu'on peut garder. On peut remobiliser l'argent. Mais si vous avez 2000, 3000 morts, parce qu'il y a des funérailles à l'Ouest qui drainent 1000 personnes d'un coup. Mais vous drainez 1000 personnes d'un coup et 500 peuvent être contaminés. Le nombre de morts augmente. Aucun mort ne reviendra. D'accord. Merci beaucoup. C'était la première thématique de ce soir. Continuons à respecter les mesures barrières. Le coronavirus, c'est une réalité. Je vous retrouve dans quelques secondes pour la deuxième thématique. Faut-il décongestionner urgemment les centres de détention au Cameroun? C'est la grande question que se posent les Camerounais à la faveur de cette sortie du professeur Maurice Kamto qui interpelle le gouvernement. Il pense donc dans cette lettre ouverte disponible sur ses comptes que les prisons au Cameroun sont des mouroirs. Est-ce que mes invités partagent donc cet avis? On va également préciser, M. Valentin Djok, l'ancien directeur général de la Cameroon Radio and Television, Amadou Valmouké, à travers une lettre ouverte, dit que sa vie est en danger. Lettre ouverte qu'il a d'ailleurs adressée au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Quelle appréciation faites-vous justement de cette lettre ouverte? Bon, je peux être clair envers vous. Il faut décongestionner. Je n'ai pas vu la lettre, je ne l'ai pas lue parce que bon, je m'en tiens aux informations officielles. Une lettre sur les réseaux sociaux, je ne sais pas qui peut être un fake, bon, il peut en être l'auteur également. Donc pour dire que je ne sais pas si sur un plateau on viendra là pour parler de la lettre d'un compatriote. Et je pense que le gouvernement, nous tous, on a parlé du gouvernement ici en qualité de protecteur des citoyens, où qu'ils soient. Les prisonniers sont des citoyens camerounais. Ils ont des droits. Ils ont des droits. Et s'il y a mieux placé face, on parle du contexte Covid aujourd'hui, s'il y a mieux placé pour protéger les prisonniers, c'est le gouvernement. Et les services en charge de façon spécifique
qui au quotidien sont aux côtés de nos compatriotes prisonniers. Donc, au début, à la première phase, je pense qu'il y a eu des remises de peine et des grâces présidentielles prononcées pour certains prisonniers. Ça, c'est une occasion pour décongestionner les prisons. Parce que nous tous, ça a déjà été dit ici, nous sommes face à une maladie terrible. Nous sommes face à la mort, pour dire ça simplement. Et alors, c'est pas Monsieur Kanto. Monsieur Ndjola, nous parlons des conditions de détention. Vous avez forcément un frère ou une sœur qui est écroué à la prison. Vous êtes certainement déjà arrivé à la prison centrale de Koundengui ou la prison de Douala. Est-ce que vous êtes satisfait? Même si c'est vrai qu'ils ont tué. Est-ce que vous voulez parler des prisons ou nous parlons des prisons cas Covid? Commençons déjà par là. Alors, si vous voulez parler des prisons, je pense que depuis toujours, le président de la République a mis l'accent sur la modernisation de la justice, parce que la prison, il y a un processus pour arriver en prison. Et ce processus, à l'entame, connaît une certaine modernisation pour éviter que les prisons ne soient bondées. Et on va au-delà aujourd'hui avec les constructions de nouvelles prisons. Alors, il y a un cas d'urgence. Je pense que c'est là votre préoccupation. La Covid. Madame Sandra Peniel, je crois que j'ai bien prononcé, toutes les dispositions sont prises pour que les prisonniers ne soient pas des victimes abandonnées. Ça fait plus de 10 ans qu'un chantier a entamé, M. Ndjola. Il y a une prison qui sort de terre du côté de PK21 pour parler de Douala. Et la Covid, ça ne fait qu'un an maintenant, je crois. Donc c'est pour vous dire que le président de la République, je vais me répéter pour que le message passe beaucoup plus facilement, a mis l'accent. C'est une priorité, c'est l'une de ses priorités, la modernisation des prisons camerounais. Vous savez très bien que nos prisons ont une population dont... J'avoue que jusqu'à maintenant, vous ne répondez pas à la question. Vous voulez que je réponde à la question de façon... Est-ce qu'il y a urgence? Les prisonniers qui sont entassés les uns sur les autres, est-ce que vous le reconnaissez? Je pense que les gardiens de prison, ou du moins les responsables en charge de nos prisons, ou les CELCOM du ministère en charge, parce que je vous ai dit, il y a une politique qui est faite pour améliorer les conditions des prisons, et cette politique commence en amont avec avec la justice. Vous entendez? Alors, s'il faut parler spécifiquement, j'étais en train de vous dire que la population carcérale aujourd'hui, par rapport à l'environnement qui contient pour des grandes villes, parce que ce n'est pas le cas sur toute l'étendue du territoire, pour les grandes villes, nos prisons sont surpeuplées. Là, ce n'est pas un secret. Et je vous dis que les mesures sont prises pour améliorer la qualité de nos prisons, parce que les prisonniers ne sont pas les laissés pour compte. Et dans le contexte de Covid, aujourd'hui, nous savons qu'au début de cette affaire-là, les mesures avaient été prises. Hein? Et ce n'est pas une spécificité camerounaise. Et au-delà de ces mesures,
le ministre en charge de la justice, et les secrétaires d'État, ainsi de suite, tous, ils mettent l'accent sur le traitement des dossiers. Vous savez, c'est tout ça qui peut favoriser cette dynamique de nos prisons, c'est-à-dire cette dynamique à avoir des prisons bondées. Mais il faut retenir, ce qu'il faille retenir ce soir, c'est le travail qui est fait par le gouvernement. Donc, Le gouvernement n'a pas attendu la pandémie. C'est une politique prioritaire du gouvernement, du président de la République, depuis beaucoup d'années aujourd'hui, pour moderniser, je me répète, la justice et par conséquent nos prisons. Et les chantiers sont en cours. D'accord, très bien. De finalisation. Très bien, d'accord. Monsieur Mounet, vous allez renchérir forcément tout à l'heure. Monsieur Mounet, les conditions de détention des prisonniers, on a pu se rendre compte que les uns sont encaissés sur les autres. Est-ce que vous le reconnaissez? Même s'il faut dire que la prison c'est un milieu carcéral, mais c'est pas l'enfer. Même les prisonniers ont des droits. Bon, il faut d'abord noter que la population carcérale a dépassé la capacité d'accueil. Oui, il faut d'abord le noter. Pourquoi? Parce qu'actuellement, elle est estimée à comment je peux dire, l'accueil est estimé peut-être à... Pour Kondengui, 3500 personnes, oui, alors que la nous sommes à capacité plus de c'est 5000 aujourd'hui. Oui, bon, décongestion, oui, mais comment accompagner cette décongestion? Oui, parce que c'est là avant l'accompagnement, est-ce que vous reconnaissez que les conditions de détention de ces prisonniers sont vraiment décriées? Non, nous sommes on ne fait pas dans la langue de bois. Nous sommes tous au Cameroun. Oui, nous sommes précisément à la ville de Douala et nous avons l'habitude pour certains de visiter la prison de Nobel. La population est hyper bondée dans les prisons. Oui, et les conditions de vie et l'accompagnement dans le cadre sanitaire n'est pas très bon. Donc déjà, il y a ce problème, il faut le noter. Là, ce n'est pas un secret à cacher. Et maintenant, dans le cas de la maladie du coronavirus, bon, décongestionner, déjà, c'est quelque chose. Mais l'accompagnement, on va d'abord noter qu'au mois de mai 2020, toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le président Poulbi avait demandé à ce qu'on puisse décongestionner. Je crois qu'on avait libéré plus de 1600 prisonniers dans toutes les prisons du Cameroun. Déjà, c'est quelque chose de positif. Maintenant, si on revient, je crois qu'en cette période-là, j'avais même posé une problématique selon laquelle comment les prisonniers sur le terrain devaient être accompagnés. Parce que nous connaissons ce que vivent les populations dans nos quartiers, dans nos maisons. L'insécurité est grandissante. Est-ce que si on libère ces personnes, on va les laisser tout simplement se balader dans la cité? Comment on va les accompagner, etc. Si c'est une libération propre ou bien une décongestion propre à la maladie, ça pose problème. Mais si c'est une décongestion qui va dans le sens de diminuer le nombre de populations carcérales dans les prisons, oui, c'est quelque chose. Là, on va juste interpeller le gouvernement en leur demandant de toujours penser à prévoir. Donc toujours prévoir pour mieux encadrer, bien mieux accompagner les populations. Donc travailler selon les données démographiques. Sachant que la majorité des prisons ont été construites, je crois, dans les débuts des années 80, les débuts des années 90. Et en ce moment-là, la population camerounaise était estimée à 11 millions, voire 12 millions. Et maintenant, nous sommes à plus de 28 millions. Donc, en ce moment-là, si on prévoyait des prisons, peut-être la construction de nouvelles prisons dans les années 2000 ou 2010, on ne devait pas avoir ce problème, bien cette problématique. Donc, normalement, dans le cadre de la gouvernance, on doit dorénavant pouvoir ou bien mieux réfléchir pour encadrer ou accompagner les populations, qu'elles soient dans les prisons ou même dans la société. Ce n'est pas seulement dans le cadre des prisons, parce que même dans nos universités et lycées, il y a toujours cette surpopulation. Donc ça ne doit pas se limiter au niveau des prisons. Donc la gouvernance doit
être préventive, dans la prévention. On doit toujours se dire que dans 10 ans, dans 20 ans, la population sera nombreuse et où va-t-on les accueillir dans les prisons, où va-t-on les accueillir dans les universités, etc. D'accord. Monsieur Patient Parfum d'Homme, ces prisonniers ont peut-être volé, escroqué et même tué, mais est-ce qu'ils méritent de vivre dans ces conditions qu'on peut juger inhumaines? Écoutez, le pouvoir a échoué dans sa politique en réalité carcérale. Tout à l'heure... le pouvoir a échoué, vous le dites. Complètement. Moi, j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, de participer au projet de rédaction, n'est-ce pas, dans le sens de la création de l'association des personnes vivant avec le VIH mais qui étaient prisonniers. Donc je travaille avec le docteur Amougou. Notre association à l'époque s'appelait Mom Sunshine de Madame Mendene, une association qui s'occupait des personnes vivant avec le VIH. Donc j'ai fait plusieurs tours à la prison de Nebel à l'époque. C'était déjà intenable. Intenable. Alors j'avais l'impression que comme ceux qui dirigent pour le moment avaient des passe-droits, se croyaient exempts de tout petit village, de toute petite visite dans ces deux-là, en fait, qui sont le véritable roi, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais malheureusement, je crois que depuis le lancement de l'opération dite Éparvier, certains d'entre eux sont face à cette réalité. Malgré que même dans ces conditions-là, on a vu qu'il y a une espèce de ségrégation par rapport au fait que vous avez des moyens, vous n'avez pas de moyens. Il y a d'autres qui sont dans les cellules dites VIP, donc avec climatiseur, avec écran de TV, et à visite souvent à bouche que vêtue, et d'autres qui sont dans des conditions inacceptables. J'ai visité certaines cellules qui étaient tellement bondées de monde que vous devez marcher sur des gens pour atteindre par exemple un patient qui était malade. Vous vous imaginez pas ce qui se passe. Ces cellules dans la prison, une prison comme celle de Neubel que je connais, c'est un véritable toaster. Tout à l'heure, notre ami parlait des prisons qui étaient construites dans les années 80. La prison, par exemple, celle de Neubel, est de l'époque coloniale. Comment on peut nous expliquer pour une ville comme Douala que nous avons encore pour unique centre de détention de ceux qui sont en marche de la société de par leur comportement? Vous voulez dire que le régime en place n'a construit la prison dont on parle, de PK-17. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui n'est pas opérationnel? Pourquoi? Qui peut nous expliquer concrètement pourquoi cette prison n'est pas opérationnelle jusqu'au jour d'aujourd'hui? On est obligé justement d'essayer de décongestionner la prison au niveau de Condembi, mais on est obligé d'envoyer les gens en même temps à Yoko. Parce que, je crois, Yoko, parce qu'ils n'avaient pas d'autres possibilités pour essayer de décongestionner et garder ces prisonniers ou bien ces détenus dans des conditions qui leur permettent quand même de vivre un peu plus décemment. La prison, c'est une punition, mais ce n'est pas envoyer les gens à la prison. C'est pour que la personne qui est punie aille dans cet espace-là, qui paye amende honorable vis-à-vis de la société, mais que sorti de là, il peut se reprendre une vie normale. C'est un autre centre de rééducation de l'individu, si je peux parler ainsi. Alors, on ne peut pas comprendre qu'il y a des gens qui sont jusqu'aujourd'hui en prison pendant des années, mais qui ne sont jamais passés devant un juge. Et aussi cette lenteur au niveau de la justice qui ne s'explique plus aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut mettre côte à côte qui peuvent justifier le fait que ceux qui ont, la marche de séjourner dans ces lieux de détention par rapport justement à cette pandémie qui nous frappe, comprennent très bien que là il y a un danger. Et au début de cette pandémie, on avait vu comment le chef d'État avait pris certaines mesures pour essayer de décongestionner les prisons. Mais avec ces nouveaux variants qui arrivent, nous avons tellement plus de retard. Donc vous reconnaissez qu'il y a un travail qui a été fait par le chef de l'État, c'est ce que vous dites? Non, il avait libéré certains prisonniers. Alors évidemment, on avait fait plein de débats là-dessus. Il faut dire qu'il faut élargir certains, il faut essayer de rendre, n'est-ce pas, vivable ces espaces-là. Et parce que ça ne s'en tenait plus. Mais quand au même moment, vous avez ces mesures qui sont prises, qui sont appréciables, nous avons applaudi, mais au moment où vous avez encore des gens qui sont en prison et qui ne sont jamais passés devant un juge depuis des années. Cela ne peut pas continuer à être acceptable. Donc je pense sincèrement que ces cris qui proviennent des acteurs, soit politiques, soit la société civile, tendent à dire tout simplement que nous avons pris un état pas possible au niveau, n'est-ce pas, de ces instances de détention carcérale. Parce qu'il faut, au-delà de ça, il faut se moderniser ces instances. Il faut faire le tour dans les cellules de la prison pour voir que, mais, en fait, je ne sais pas comment ces gens font. Je ne peux pas comprendre comment font ces gens.
il y a même des situations où on avait des sujets mineurs qui partageaient des cellules avec des gens qui étaient majeurs. Ça, c'est exclu. Ce ne rentre pas en boarding, n'est-ce pas, des conditions et de la loi qui organise cet espace-là. Je dis que le Cameroun a pris beaucoup de retard. Il nous faut de nouvelles prisons, des prisons modernes, des prisons qui donnent la possibilité aux prisonniers qui est dans cet espace, sortir de prison, de pouvoir reprendre une vie normale. C'est l'inverse que nous constatons. La plupart des gars qui sortent de cellules de détention, au contraire, ils deviennent encore plus délinquants qu'ils étaient avant parce qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement qui vont avec. Mais restons sur le cas Covid. Sur le cas Covid, avec les nouveaux variants que nous avons, je pense qu'il faut faire quelque chose rapidement pour décongestionner de nouveau ces prisons. Et ceux qui ont lancé qui ont été comme lancés dans ce sens, ils ont totalement raison. Mais au même moment, il faut que, par rapport au retard sur le plan des infrastructures que nous avons, qui sont énormes dans tous les domaines, que nous pensons à encadrer et à moderniser les prisons. Parce que l'expérience récente nous montre que ceux qui sont les enfants aujourd'hui, qui se croient être à l'abri, ils peuvent aussi faire des tours dans cette prison-là. On gagnerait à réhabiliter. Non seulement à réhabiliter, mais à redonner, n'est-ce pas, de l'humanité à ceux qui y vont. Les prisons ne vont pas être perçues ou bien d'être construites dans le sens de punir, n'est-ce pas, de manière excessive, quelqu'un qui aurait été, qui aurait eu des comportements, n'est-ce pas, qui sont réprimés ou bien réprimés par la société. Il faut que ce soit des lieux de privation de liberté, mais qui donnent à réfléchir, n'est-ce pas, à la personne qui a été, comment on dit ça, qui a été punie, pour que cette personne de la prison, sortir de prison, puisse être un citoyen nouveau, un citoyen qui reprend sa place dans la société et contribue d'ailleurs à l'amélioration des conditions de vie des autres concitoyens. Il faut respecter les droits des prisonniers. Mais il faut absolument respecter les droits des prisonniers. Je dis qu'il y a des cellules complètement bondées où les uns dorment sur les autres. Les conditions d'hygiène, les conditions d'accès, par exemple, au lieu intime, par exemple, comme les salles d'eau. Tout ça, ça n'existe pas par la route. Monsieur Valentin John nous dit que le gouvernement, il travaille. Non, mais bon, je le comprends. C'est un militant de RDPC qui pense que essayer de mettre le point ou le doigt sur un aspect où on a failli, c'est ne pas être en accord avec... C'est une faillite? Mais totalement. La politique carcérale au Cameroun, c'est un échec total. Je vous dis, les prisons, vous avez la prison de Yoko qui est dans l'époque coloniale, Mantoul, Kondengui, Douala, comment on dit ça, Yoko. Mais dites-moi, même Bafoussam, mais dites-moi quelles sont les nouvelles prisons qui ont été conçues au nom international qui permettent quand même aux prisonniers, ce qui est là-dedans, de comprendre que oui, certes, j'ai été puni, parce que j'ai été en marche, n'est-ce pas, la société, au banc, n'est-ce pas, la société, mais on me donne, il faut que la personne soit capable de redonner une chance à celui qui a été puni, qui sortit de là, puisse reprendre sa place au sein de la société et contribuer justement à la bonne marche de la société. Donc, si je peux lancer un cri aujourd'hui, c'est de dire au président Rebelote, comme la fois précédente, faites la pression sur les responsables de la justice et du domaine carcéral, pour qu'on voit très rapidement certains dossiers de certains gens qui sont rapidement élargis, ceux qui ne sont pas encore élargis et qui ne sont pas encore passés devant le juge, qu'on accélère les procédures, mais surtout vraiment qu'on allège, n'est-ce pas, la population carcérale. Donc pour vous, c'est un échec total. Non, le régime, c'est l'un des points, n'est-ce pas, cruciaux qui démontrent l'échec de ce régime. Mais vous avez vu comment ils l'ont corrigé. Ils l'ont corrigé parce que maintenant qu'eux aussi peuvent faire des tours dans cet espace, on a construit des prisons VIP avec des gens qui sont dans des conditions qui n'ont rien à voir avec le commun de prisonniers. Et peut-être c'est ce qui donne aujourd'hui l'impression aux gens que en fait c'est pas une punition puisqu'ils continuent de voler. Vous savez très bien, on continue de piller les caisses de l'État. Parce que l'impression... Si il y a des cellules climatisées, ça veut dire qu'il y a une avancée. C'est peut-être un... Oui, mais pour les rapifiants, pas pour les communs des Camerounais. Pour ceux qui ont des moyens, pour ceux qui ont des relations, pour ceux qui sont dans ce cercle fermé, de ceux qui ne veulent pas voir le Cameroun réel, c'est eux qui ont la possibilité d'avoir ces opportunités-là. Abel Elimbi Lobé, c'est prisonnier et détenu.
sont exposés à la prostitution, à la pédophilie, à l'homosexualité et aujourd'hui au coronavirus. L'ancien directeur général de la CETV, Amadou Valmouké, à travers cette lettre ouverte adressée au ministre de la Justice, ministre des Sceaux, est assez formelle après avoir passé 5 ans à la prison de Kondengui. Il a peur pour sa vie, s'inquiète, il est âgé de 71 ans. Est-ce que la démarche de Maurice Kamto n'est pas à féliciter? Il parle de désengorgement de façon urgente. Ma conception de la politique, c'est qu'un homme politique doit avoir des combats spécifiques pour lesquels il est en politique. On ne peut pas être en politique pour ouvrir tout. Ça n'a pas de sens. Et c'est démagogue. Parce que tout le monde sait d'avance que vous ne ferez pas tout. Donc quand un homme politique advient à être à la remorque des événements et n'existe que par rapport aux événements, il crée les conditions pour qu'on juge son action politique. J'ai gardé à mon cher Maurice. Maurice, je t'ai gardé ce morceau choisi. Lequel de Maurice? Maurice Kamto. Kamto. D'accord. Cher Maurice, je t'ai gardé ce morceau choisi. C'est le roi David qui parle dans l'Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. Il te dit ceci, cher Maurice, ne te hâte pas quant à ta bouche et que ton cœur, lui, ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est dans les cieux, mais toi, tu es sur la terre. Maurice, écoute la fin de la parole du roi David. Il dit, c'est pourquoi tes paroles doivent être peu nombreuses. Un homme politique qui parle beaucoup, qui parle de tout, il parle à tout moment, il finit par organiser. Qu'on lui demande que quand tu étais ministre délégué de la justice, qu'est-ce que tu avais comme programme? Tu as été ministre pendant 7 ans, délégué à la justice. Tu as eu le souci de décongestionner les prisons. C'est devenu ton souci maintenant parce que ça te permet d'exister. C'est une cause humaine ou pas? Oui, comme il y en a tellement. Avant le Covid, la tuberculose tue les gens en prison. Le choléra, quand il y a les épidémies de choléra, et tous ils sont ici, je n'entends personne dire « Ah, décongestionner, il y a l'épidémie de choléra ». Le sida a fait des ravages dans les prisons du monde entier, ce n'est pas seulement le cas du Cameroun. Ils n'ont jamais eu le souci de demander qu'on décongestionne. Donc c'est cette instrumentalisation des faits qui me gêne. Vous avez des gens qui ont eu des opportunités politiques de régler un problème. Tu es ministre, 7 ans. C'est quand tu es plus ministre que tu découvres que Paul Biya ne gouverne pas bien. Tu commences à parler partout, tu parles. Hein? Un jour, j'ai rencontré un papa originaire de l'Est, on mangeait un peu de viande ensemble. Et il dit, vous dormez avec une femme pendant 7 ans. C'est à la 8e année que vous découvrez qu'elle ne sait pas faire l'amour. Excusez-moi du peu. Quels sont ces comportements? Cette lettre n'a rien à voir, elle n'a rien à faire. C'est une lettre qui n'a pas pour objet de régler le problème des prisonniers. Elle a pour objet de lui donner de la visibilité politique. C'est tout. Il aurait dû ne rien écrire du tout. Il était au gouvernement, il n'a pas eu... Personne ne sait que quand Maurice était ministre délégué à la justice, son combat, ses discours, ses lettres, ses actions, c'était pour décongestionner. On n'a pas vu sur ce terrain. Mais il y avait les prisonniers. Les prisons étaient déjà surpeuplées. Les gens mouraient déjà. Vous savez, moi j'ai été détenu 7 mois à la CEMIL, sécurité militaire au ministère de la Défense, dans une petite salle où nous
nous avons atteint 80 personnes. On arrêtait les gens dans les plateformes pétrolières qui allaient pêcher. Tout le monde, on a arrêté des gens dans le monde, on disait qu'on cherchait un Mahamat. Dès qu'on voyait un Mahamat, on l'arrêtait, on l'envoyait à Yaoundé. Tout le monde, on s'est retrouvé à 80. C'est moi qui avais organisé la respiration. Parce qu'on avait des fenêtres là. Et on venait à tour de rôle se mettre sur la fenêtre pour respirer. On respire un peu, tu quittes. On respire un peu, tu quittes. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que finalement, on déconjectionne. On libère d'ailleurs des gens. Monsieur Limbi-Le est-ce qu'on ne devrait donc pas s'appesantir sur les conditions? Il y a des critiques qui, lorsqu'elles viennent de certaines personnes, perdent de leur consistance. Pourquoi c'est le contenu qui est important? Non, la personne qui parle. Vous croyez que si Paul Biya n'est plus président demain, et il dit il faut décongestionner les prisons, on va prendre ça au sérieux? On va lui demander, monsieur, tu étais président, tu n'as pas décongestionné les prisons. Mais quand on n'a pas été président? Il a été ministre qui met des gens en prison. C'est le ministre de la Justice qui est chargé de cette affaire. C'est dans ce ministère que l'administration pénitentiaire est domiciliée. Si je ne me trompe pas d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que quand vous êtes ministre, quand vous êtes devant des opportunités politiques, quand vous avez un problème dans votre tête à régler, ça se sait. On voit, on vous entend parler. Pourquoi vous êtes ministre et vous ne prenez jamais position pour régler concrètement un problème? 7 ans après, vous devenez opposant. Vous commencez à dire qu'il faut décongestionner les prisons qui étaient déjà pleines quand vous étiez ministre. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qui fait en sorte que tout le monde n'a pas finalement la même opportunité. La parole de tout le monde ne sonne pas de la même manière. Pourquoi quand Vamoulke pleure ou les autres prisonniers en col blanc, vous croyez que ça choque les gens dans les quartiers? C'est ce qu'il disait tout à l'heure. C'est eux qui étaient aux affaires. Combien d'argent globalement le pays a-t-il brassé pendant le temps que tous ces gens ont été aux affaires? Ont-ils eu pour souci l'univers carcéral? Ils n'ont pas eu. Ils le découvrent maintenant. Ils pleurent. Vous croyez que ça nous fait pas mal? Ça ne nous fait pas mal. Mais dans le RDPC même, quand Vamoulke pleure, dit bon vraiment, allez découvrir comment vous avez organisé que pendant 30 ans, on vive là-bas. Mais la société doit regarder devant. Elle doit se perfectionner. On ne recrée pas le monde. On améliore les façons de vivre dans le monde. C'est dans ce sens-là que tous ceux qui ont pris la parole ont raison de revendiquer une action gouvernementale plus dynamique dans ce sens. En commençant par éviter que ne demeurent en prison pendant longtemps des gens qui n'ont finalement rien à faire là-dedans. Pourquoi vous mettez alors des gens en prison? Vous mettez quelqu'un en prison, vous ne le jugez pas. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On peut même considérer, pour avoir une bonne raison de les élargir, en disant, ok, il a déjà fait 5 ans, même si il y avait une punition contre lui, ça aurait été de l'ordre de ce nombre d'années-là. Celui-là, arrêtons même les poursuites. Arrêtons même les poursuites contre ce type de personnes. Ça peut permettre de décongestionner. Pas parce qu'il y a le Covid, parce que ce n'est pas ça qui empêche que les gens qui restent en prison meurent du Covid. Nous, on meurt du Covid en ville, on n'est pas entassés dans les maisons et on meurt. La première sécurité des prisonniers, c'est de les éloigner du contact des gens qui viennent du dehors. C'est eux qui amènent le Covid là-dedans. C'est les gens qui... Le Covid... Avant le Covid, on décriait déjà les conditions. C'est pour ça que je dis que le Covid ne doit pas être une opportunité. Parce que le problème existe avant le Covid. Et si c'est seulement par rapport au Covid qu'on réagit, la bonne réaction, c'est d'isoler les milieux carcérales. Puisque quand vous avez le Covid ici en ville, c'est que ce qu'on fait. On vous isole. Donc empêchons que les gens ne viennent du dehors en faire entrer le Covid, en limitant les visites,
Ce n'est pas en libérant les gens que le Covid ne va pas tomber. La solution n'est pas de décongestionner. Ça n'a pas, c'est la solution. C'est de la manipulation, ceux qui viennent parler de décongestionner au nom du Covid. Une prison qui a une capacité de 1000 personnes. Le problème devait donc préoccuper ceux qui semblent préoccupés maintenant. Il devait le préoccuper. Est-ce que ce n'est pas un échec total, comme le disait M. Parfendon? Vous voulez absolument que j'utilise la terminologie des autres. Moi, j'ai une autre discipline. J'ai une autre discipline politique. Je l'ai déjà dit ici. Que prenons le pouvoir et montrons comment on peut gouverner mieux. Si c'est pour critiquer Paul Biya, tous ces gens qui sont ici, vous leur donnez 36 000 micros, vous aurez 36 000 critiques jusqu'à la fin de l'année. Mais est-ce que c'est la preuve que si on nous donne ça, nous allons construire de nouvelles prisons? Alpha Condé est arrivé au pouvoir après avoir été prisonnier. Il a construit combien de prisons en Guinée? Il a modernisé quoi en Guinée? Les Ouattara, ils ont construit combien de prisons en Côte d'Ivoire? Les choses ne sont pas simples. Pour un pays qui n'a déjà pas suffisamment de ressources, qui doit utiliser les ressources pour les priorités, et dans un pays où presque tout est prioritaire. Si on vous met là, je ne suis pas sûr que nous allons construire une prison par arrondissement, par département. Je ne suis pas sûr. Donc, je ne suis pas dans le registre de la critique. Je suis dans le registre de la pertinence des gens qui agissent. On ne peut pas faire de la politique pour renverser le régime avec des gens qui ont déjà été en situation, mais qui ont été les collaborateurs de ce régime. Je n'attends pas de qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Kanto, c'est quelqu'un qui doit se taire. Il a été au gouvernement. Si Paul Biya est là, c'est grâce à Kanto. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ses sorties intempestives et je lui ai gardé ce morceau. Ta parole doit être peu nombreuse. D'accord. Monsieur Valentin Diop, échec total, comme le disait Monsieur Parfendon. Prison surpeuplée, capacité d'accueil 1000 places. Et on se retrouve en 2011 avec 3500 prisonniers. Aujourd'hui, on a plus de 5000 prisonniers, parlant de la prison de Kondengui. Est-ce que beaucoup ne reste pas à faire pour sécuriser la vie de ces prisonniers qui ont des droits, vous l'avez dit tout à l'heure? On n'a pas vraiment la qualité d'apporter une appréciation quand on n'a pas gouverné. Ça, c'est pour paraphraser le compatriote Elie Bilobé. Non, c'est pas exactement ça. Donc, je continue. Il a dit paraphrasé. Je dis pas Alors, je continue pour savoir ce qu'il y a de faire. Alors, je continue et je dis ceci. Parler d'échec, c'est un tort. Vous entendez? Parce que il est trop facile de porter des critiques, mais pour porter des critiques, surtout quand on parle de critiques acerbes, il faut déjà constater ce qui est fait et en trouver des limites. Je prends des cas d'exemple. Les prisons, ou la prison, n'est pas un milieu très convivial. Mais la prison, au regard des politiques publiques, vu que les prisonniers ont des droits, vu qu'ils ont des droits, il est organisé dans la prison, qui est comme une ville à l'intérieur, des structures. On en trouve dans la prison. Je prends un cas d'exemple. La santé. Vous pensez que nos prisons sont les mouroirs, pour reprendre votre terminologie? Vous pensez? Vous savez ce que c'est que... enfin, vous savez, quand on parle de mouroir, c'est que c'est? Placez-vous là, à la prison de Newberg, pour prendre ce cas, et comptez le nombre de morts qui en sortent pour avoir à prouver votre thématique qui porte sur qui porte, dont vous faites allusion au mouroir. Je vous dis, c'est faux. Alors, les politiques publiques s'occupent des prisonniers parce qu'ils ont des droits, je l'ai dit. Les formations sont faites dans les prisons.
je suis, à mes temps perdus, celui-là qui aime de l'art. Les meilleurs artistes dans les domaines plastiques, sculpture, et ainsi de suite, sont des anciens prisonniers pour certains, parce qu'ils ont été formés là-bas. Et au-delà de formation artistique, vous n'avez pas souvent entendu qu'il y a des bacheliers qui en sortent. Et il y en a qui sont formés, qui sont pris en charge. La couverture sanitaire, elle est prépondérante à la prison parce qu'il y a des infirmeries dans les prisons, mais quand les cas s'avèrent graves, il y a les hôpitaux. Les jeunes sont formés, sont même instruits. Quand il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus jeunes encore, il y a des relais, parce que le ministère des Affaires sociales s'en occupe aussi, parce que c'est des domaines sectoriels au sein du gouvernement. Il y a le centre de Bétamba, où quand on constate qu'il y a des jeunes qui ne peuvent pas être dans les prisons avec beaucoup plus, des personnes beaucoup plus âgées, ils sont conduits dans ces centres-là. Et dans ces centres, c'est de l'apprentissage des métiers. Et ces centres ont formé des personnes qui sont aujourd'hui respectées et respectables dans notre société. Monsieur Ndiaye, mais on n'entend que du positif, très sincèrement. On attend oui, permettez-moi de vous relancer. Au-delà des conditions de détention, il n'y a que les détenus n'ont pas droit à un jugement équitable selon les dispositions prises par la loi. Il y a des détenus qui ont déjà passé 10 ans, 15 ans sans être jugés. Il y a un problème. Exceptionnellement, je voudrais demander, exceptionnellement. Vous êtes dans le temps de parole de M. Ndiaye. Non, de me donner un peu de son si vous l'accordez. Oui, donne-moi un peu de Nous sommes en démocratie. Allez-y rapidement, s'il Je vous plaît. ne souhaite pas que tu sois comme Vamoulke. Parce que c'est l'exercice auquel tu te livres, qui est un exercice malsain. Ouais. Pour démontrer quelque chose qui ne relève pas de l'évidence. Tu laisses l'évidence. C'est parce que tu n'as jamais été prisonnier. Et tu es en train de montrer à mon Dieu vision comment tu ne peux pas te mettre à la place de ces gens. Tu as donc vu quelqu'un qui était dans la société chargé de parler pour le gouvernement. Vamoulke, s'il était libre, il aurait parlé comme toi. Maintenant qu'il est en prison, il est pour dire que je risque de mourir. Mais il pense pas à tous les prisonniers, il pense à lui. C'est ça qui est malsain dans cette façon de faire les choses. Il a 71 Il y ans. a souvent que, vous savez, la vie de quelqu'un qui a 71 ans ne coûte pas plus cher que la vie de celui qui a 30 ans. C'est de la vie humaine. Point barre. Si vous voulez humaniser, vous n'allez pas dire on va humaniser seulement pour les gens qui ont 71 ans. Si vous humanisez et que les gens qui ont 71 ans réussissent à ne pas mourir, mais que vous avez une hécatombe. Par contre, Joe a dit quelque chose de pertinent. Nos prisons elles paraissent très mauvaises, les conditions de vie sont apparemment très mauvaises. Mais allez-y voir en réalité combien de... Très bien, merci. Vous allez poursuivre, M. Ndiaye. Là-dedans. Ça, c'est un argument important et recevable. Merci beaucoup. Qui doit édulcorer la violence de la critique de la politique en milieu carcéral. Parce que si les mots tombaient toujours à ce moment-là, ceux qui disent que c'est un mouvement auraient raison. D'accord, allez-y, monsieur, vous allez poursuivre, monsieur Valentin Ndiaye. Dans le même ordre, Didier, vous étiez en train de développer. Oui, je vais continuer pour dire que les questions sociales dans la politique du président de la République, le président Paul Biya, sont des priorités. Et là, on parle des prisons. Pour vous dire, ça c'est pour faire une discrétion, dire, quand vous parlez de justice, là on parle de prison. Et à l'entame de mon propos, je vous ai dit qu'il y a une modernisation de la justice. Et on peut parler de prison sans parler de alors, justice. la modernisation de la justice concourt
à améliorer les conditions de détention. Vous entendez? Alors, quand j'ai fini de dire ça, je parlais du côté humain, c'est-à-dire les droits. Les droits des Camerounais prisonniers sont respectés et je prenais des cas pratiques des personnes que j'ai rencontrées pour démentir Monsieur Ndom, qui est très absolu dans sa critique. Il parlait d'échec total. Hein. Il parlait d'échec total. J'ai dit non, monsieur Ndom. Vous ne pouvez pas parler d'échec total. Quant aux sorties ou à l'élargissement de certains prisonniers, on en trouve qui deviennent des artistes parce qu'ils ont été formés pour faciliter leur réinsertion. Pareil pour les jeunes. Le ministère des Affaires sociales en fait beaucoup dans la récupération, dans la réinsertion des jeunes Camerounais qui sont passés par les prisons. Donc, madame, vous allez me permettre comme ça d'élaguer. Parce que lui-même, il a déstructuré un peu son argumentaire en disant qu'il y a quand même des choses qui sont faites. Parce que vous ne pouvez pas dire de façon absolue que rien n'est fait et que par la suite, vous revenez. C'est un échec, mais pas total. Je ne parlerai pas d'échec parce que nous sommes dans la gouvernance. Les questions de gouvernance se rythment dans le temps. Vous entendez? Et cette priorité se fait dans le temps. Je vous ai dit, à PK17, vous avez dit, il y a une prison, un pénitencier extra-moderne. Monsieur, donc, compte tenu de... Qui sera accessible de votre souhait de voir le Cameroun avoir la qualité des prisons, je ne sais pas, à Catras et tout ça, comme dans ces pays-là, c'est pour ça que ça peut prendre du temps. Parce qu'il faut y mettre de la technique, de l'expertise et ainsi de suite. Vous entendez? Merci beaucoup. Donc, merci. On a plus assez de temps, monsieur Ndjo. Ça fait 7 minutes que vous parlez. Ok. D'accord, très bien. On va permettre peut-être à monsieur Patron d'Homme de réagir rapidement avant de passer la parole à monsieur Mounet, monsieur Valentin Ndjo. Pour lui, ce n'est pas un échec. Non, je vais faire simple. Monsieur Ndjo, s'il vous plaît, faites un tour de la prison de Nouvelle demain. Pour voir quoi? Vous allez complètement réviser votre position. J'ai souvent fait des dons. Non. Faites un tour à la prison de Nouvelle demain, pour le moment. Je parle d'échec en termes comment on dit ça, de construction de nouveaux centres. Je dis que les centres que nous avons aujourd'hui, ils sont dépassés sur tous les plans. De modernisation de nouveaux centres. Il y a PK17 que j'ai cité, mais vous savez, c'est comme votre constitution. Vous votez une loi en 1996 et vous l'appliquez en 2000. Ça tarde. C'est un échec, M. Ndjo. Non, vous n'avez pas l'éternité avec vous, M. Ndjo. Il faut faire attention. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui sont passés par cette case prison. Ils sont irrécupérables aujourd'hui. Complètement irrécupérables. Vous parlez de Bétamba, mais Bétamba n'existe plus. Si. Non, n'existe plus. Que font les enfants dans la rue si Bétamba existait? Même Bépanda, à un moment donné, on essaie de récupérer certains jeunes. Allez voir ce qui s'y passe. Monsieur Ndjo, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de défendre le régime de votre parti. Il s'agit d'un problème national. Il s'agit d'un problème commun. Nous tous, nous sommes plus ou moins assujettis à la possibilité, la probabilité de nous retrouver. Ok? Donc, il faut construire, il faut mettre l'homme au centre de nos préoccupations. On ne va pas en prison pour être détruit. On va en prison parce qu'on a commis des actes qui sont répréhensibles, que nous sommes mis nous-mêmes en marge de la société par notre comportement, et on va en prison pour être redressé, si je peux appeler ça comme ça. De telle manière que sortir de là, nous devenions un citoyen nouveau. Un citoyen qui peut être au service de la communauté et aider la communauté à aller de l'avant, et non des rancœurs comme le conséquent. Je suis d'accord avec Elie Binobé quand il dit que c'est un peu difficile, même si c'est compréhensible, c'est un peu difficile pour des gens qui étaient aux affaires. Qui étaient même aux affaires, dans des positions où vous pouvez influencer
justement les choses de telle manière que nous puissions améliorer la situation dans ce secteur bien défini, mais qui n'ont rien fait, mais qui aujourd'hui se servent de manière opportuniste de tout ce qui peut exister pour parler de cette question-là. Mais en même temps, je dis, je ne peux pas leur demander de ne pas le faire, peut-être parce qu'il y a un autisme au sein de notre société, comme ce que je viens de constater avec vous, qui ne voudrait qu'on ne puisse tirer les leçons de quelque chose que quand nous sommes même, on est brûlé, qu'on est victime. Mais parce qu'on n'est pas victime, on prend ça comme si c'était quelque chose, un débat sur le sexe des anges, qui nous est loin, nous sommes dans notre petite bulle, zen là, on est tranquille. Mais non, tous les secteurs d'activité, tous les secteurs de la vie de notre société, où il y a des manquements, doivent nous concerner au premier point. Que ce soit l'état des routes, que ce soit des routes, des hôpitaux, des écoles. Je vois aujourd'hui des gens qui font des écoles privées. Des écoles privées où au primaire, les enfants payent pratiquement 1 million. Je me dis, mais nous sommes dans quel pays? Tu vois? Enfin, on crée même des produits de discernement, ce n'est pas de discernement, mais de ségrégation à l'intérieur d'un propre pays. C'est le cas de nos prisons aujourd'hui. On a la prison de Nobel de Condorguy, mais on a trouvé les moyens, parce que maintenant les gros bonnets arrivaient à visiter et à s'installer dans ces endroits-là, à créer des pôles uniquement pour eux, des cellules VIP uniquement pour eux. Que fait-on? Entre le petit garçon qui est en prison depuis 3 ans, parce qu'il a été attrapé en train de voler d'ampoule, il est là depuis 3 ans. Et celui qui a volé des centaines de milliards, et qui s'y trouve, et la nation, l'État trouve encore un moyen d'avoir des conditions de vie spéciales pour ces pillards des caisses de l'État qui ont impacté dans la vie de ces jeunes, parce que le président l'a dit, si ces gars-là s'étaient comportés avec un peu plus de discipline, n'est-ce pas, et d'honneur, de dignité, l'État aurait justement eu des moyens pour créer beaucoup plus d'écoles. Il faut encadrer beaucoup plus décemment ces jeunes-là, créer des hôpitaux, créer des infrastructures, etc., capables d'améliorer les conditions de vie de ces jeunes-là. Mais non, ces gens-là qui ont pillé les caisses de temps en centaines de milliards de francs, ils ont des prisons dorées, où vous avez la climatisation, vous avez des écrans plasma. Qui leur a donné ça? Ils organisent même des anniversaires. Qui améliore les cellules? Non, c'est le gouvernement excusez-moi, qui a créé ces cellules. Non. C'est eux-mêmes qui l'ont amélioré les cellules. Non, la preuve, c'est qu'il est toujours mauvais. Attends, mais non. C'est qui est toujours Vous vous souvenez de cette vidéo où l'un de ces repris, n'est-ce pas? À Tangarakuna, vous ne pas le citer, a organisé son anniversaire. Mais c'est le gouvernement qui a organisé. Avec la complicité de qui? Non, le régisseur est un fonctionnaire qui administre la prison, qui prend des actes induits par la corruption. Le gouvernement n'est pas au courant qu'il y a des gens qui ont des cellules qui sont climatisées. Je suis d'accord avec toi. Alors, il devrait décisionner le régisseur. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Qu'est-ce que fait le gouvernement dans ces cas-là? Le gouvernement n'est pas au courant qu'il y a des gens qui ont de LED TV ou des écrans plasma où on regarde la Champions League au moment d'autres prisonniers. Ils ont même les joueurs. Ils ne sont pas au courant. Pourquoi on veut absolument, comment dire ça, dédouaner le gouvernement de certaines pratiques que tous les Camerounais connaissent? Donc je veux que tu fasses le distinguo entre un acte que le gouvernement doit réprimer et une politique du gouvernement. Mais c'est une politique. Non, c'est pas une les cellules VIP, c'est une politique. Non, c'est pas une politique. C'est une politique. Non. Les cellules VIP. Si c'était une politique, ce serait très simple. Ce serait très simple pour le gouvernement. C'est-à-dire? Il dirait, ok, comme toi tu es un grand prisonnier, construis toi-même ta cellule. Non, les cellules VIP, c'est une politique. Le gouvernement est au courant qu'il y a des prisonniers qui ont des cellules VIP. Mais ils ne font rien pour donner les mêmes conditions à l'ensemble des prisonniers, n'est-ce pas, qui sont pour les mêmes faits, souvent même avec comment dire ça, avec des circonstances plus atténuantes. Très bien, très bien. D'accord, alors, le gouvernement sait que
il y a des prisonniers qui sortent tous les matins, qui s'en vont vaquer à leurs occupations, qui sont à la banque, qui font des transferts d'argent, qui font bref leur business. Le gouvernement le sait. Ah bon? Oui. Et Est-ce que c'est une politique du gouvernement? Mais oui! Non. Mais oui, c'est une volonté. Non, Je ne suis pas c'est une lacune. Est-ce que C'est une lacune parce que le gouvernement n'a instruit personne. Est-ce que Accepter, le gouvernement sait que ces prisonniers qui sortent, ils sortent avec la complicité du régisseur. Qui est le représentant du gouvernement? Non, le régisseur n'est pas le représentant du gouvernement. Il y a le représentant du gouvernement dans la prison. C'est lui le chef de la prison. Peut-être ça quand vous serez aux C'est affaires. lui C'est lui qui représente le gouvernement dans la prison. C'est lui Tous qui les représente le prisonniers gouvernement. peuvent les avoir s'ils sont capables de corrompre le régisseur. D'accord, alors, monsieur Quand Mounet, le régisseur accepte l'argent par distinction de catégories de donneurs, Abel Libilobe, on va permettre à monsieur Mounet, à Paul Savant de si tu es réagir. accusé que je veux que tu viennes faire ton anniversaire à la maison, je donne 200 000 au gouverneur, au régisseur. Point barre, je lui donne 200 000. Et il te laisse sortir avec un garde, avec, comment on appelle, une garde. Et cette garde-là, je lui donne 25 000 francs, il part se promener, il te laisse, tu pars, tu dors chez les femmes, tu fais tout ce que tu fais. D'accord, très bien, c'est entendu. Monsieur Mounet, vous étiez... Mais c'est pas une politique S'il vous plaît, du s'il vous plaît, monsieur Abel Libilobe, s'il vous plaît. C'est une dérive. On a encore moins de 10 minutes. Nous allons conclure l'émission. Merci, Merci Sandra, pour la s'il te plaît. précision. Allez-y, monsieur Mounet, vous étiez de 10 ans. Est-ce que les régisseurs représentent le gouvernement? Évidemment, comment est organisé l'État ou le gouvernement en général? Nous avons un État qui a à sa tête un président. Nous avons les régions au Cameroun qui ont à leur tête des gouverneurs. Plus bas, nous avons les départements avec les sous-préfets. Au niveau des prisons, ce sont les régisseurs qui représentent le gouvernement. Dans les commissariats, ce sont les commissaires. Donc, je voulais juste revenir sur ce point. Monsieur Njo a fait ce qu'on appelle la peinture. Monsieur Njo a fait ce qu'on appelle la peinture chinoise à l'époque des Song. Peinture chinoise? À l'époque des Song, qu'est-ce que faisaient les Chinois? C'était très grands peintres. Et leur œuvre d'art portait uniquement sur tout ce qui était beau. Ils présentaient uniquement le beau, l'attractif, l'attrayant, etc. Ce qu'il a présenté. Je vous rappelle que dans les prisons du Cameroun, il n'y a rien d'attractif, rien d'attrayant, rien je peux dire, d'humain. C'est un milieu vraiment compliqué à vivre. Donc, essayez au moins de parfois porter la casquette d'un prisonnier et voir comment il vit. Donc, il faut avoir cette pitié-là. Ce n'est pas parce que nous sommes aux affaires qu'on va toujours avoir cette facilité de dire que, oh, ici c'est beau, là-bas c'est beau, et puis là-bas c'est plus beau. Donc, les prisons au Cameroun, comme je le disais précédemment, ont été mal pensées. Ou bien, après avoir pensé à la construction, on n'a pas pensé à l'augmentation de la population. Parce qu'au fur et à mesure, si on regarde la situation géographique de la prison de Meubel, on va constater que pendant sa construction, cette zone était périphérique. On était située dans l'arrière-pays. Et maintenant, la ville a traversé cet espace. La ville de Douala est actuellement dans les quartiers d'Erne, les quartiers de PK27 et voire 30. Donc nous sommes à plus de 25 km. La ville aujourd'hui a plus de 25 km de la prison centrale d'une grande ville. Donc ça pose un véritable problème. Ce sont des mouroirs? Bon, Mouroir, je ne sais pas, je suis chercheur, mais peut-être demain ou après-demain, je vais faire cette enquête-là, donc me tenir devant la prison et voir comment... compter le nombre de morts. Je ne pas compter grand je me porte garant pour le faire. Okay? Si le PCR est au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Je me porte garant pour le faire et peut-être je vais vous fournir cette information-là. Oui, si vous êtes au pouvoir, le PCR... Non, on fait dans la prévention. Donc on travaille avec toutes les données économiques, politiques, sociales, démographiques. Donc on va plus travailler avec les données démographiques dans le cadre de l'aménagement ou encore de l'accompagnement des prisonniers bien du monde carcéral. Donc ce que nous allons faire, on va construire au maximum les prisons pour... Si vous êtes au pouvoir. Bien sûr, et nous, on travaille pour le faire. En dehors de la construction, on ne va pas se limiter à la construction. Pourquoi? Parce qu'on doit également accompagner les prisonniers. Parce qu'on nous dit aujourd'hui que les Chinois ont plus, comment je peux dire, ont plus de maîtrise
de l'espace ou même de la technologie aujourd'hui à cause de la formation permanente. Donc, quel que soit le milieu où un Chinois peut se trouver, Donc, il est formé. tort de faire la peinture chinoise. D'accord, nous allons lire quelques réactions. S'il vous plaît, on a reçu beaucoup de messages, on espère qu'on va pouvoir les lire. Bonsoir à tous, Monsieur Parfait Endom. Pourquoi vous accusez Valentin Ndiaye sur le plateau? Il n'est pas le président Paul Biya. Il ne peut que dire ce qui est vrai. Tous ces milliards de francs pouvaient nous construire des prisons. Ne venez pas nous dire que c'est aussi difficile de faire mieux. Bonsoir, le panel. Le militant du RDPC dit que les conditions de détention des prisonniers sont excellentes, comme s'il a déjà allé à la prison de Bamenda. Monsieur Wane Dedou.